Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, l'équation la plus célèbre de toute l'histoire de la science. E égale mc². Mais attention, on ne va pas juste la réciter, on va la fissurer, l'ouvrir, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'on va y trouver, c'est un secret, un profond mystère géométrique. Voilà. E égale mc². On l'a tous vu des milliers de fois. Sur des posters, des t-shirts, c'est devenu une icône de la pop culture, le symbole même du génie. Mais soyons honnêtes une seconde. Est-ce qu'on la comprend vraiment? Au-delà des lettres, qu'est-ce que ça signifie au plus profond de la structure même de notre réalité? Et c'est là que tout commence. L'équation d'Einstein, c'est un peu comme un taux de change. Elle nous dit, avec une précision parfaite, combien d'énergie on peut obtenir pour une certaine quantité de masse. C'est déjà énorme, mais elle est complètement muette sur le mécanisme. Comment la nature fait-elle cette conversion? Et pourquoi ce taux de change est-il si précis, si universel? Alors, dans cette première partie, on va faire quelque chose d'un peu iconoclaste. On va déconstruire ce qu'on pense savoir. Parce que E égale mc², en fait, c'est bien moins une réponse qu'une série de questions vertigineuses pour la physique. Chaque lettre est un gouffre. M, la masse. Mais qu'est-ce que c'est, au fond? Une sorte de quantité de matière? C'est un peu court. Et C, la vitesse de la lumière. Quel est son rôle ici? Pourquoi elle, et pas une autre constante? Et surtout, pourquoi C carré fois? En réalité, ce C au carré, c'est juste un gigantesque facteur de conversion. Un nombre qui permet de passer d'une unité à l'autre. Mais ça n'explique rien sur l'économie sous-jacente qui lie la masse et l'énergie. Et c'est là qu'on va aborder une perspective complètement nouvelle. Une idée qui vient d'un article de Miguel Bertrand. Une réponse qui n'est pas physique, mais géométrique. Une théorie baptisée la trame θ, qui prétend éclairer ce qu'Einstein lui-même a laissé dans l'ombre. Alors accrochez-vous, la pierre angulaire de toute cette construction, c'est une nouvelle constante, c'est θ. Et ce qui est absolument fascinant, c'est d'où elle vient. On ne l'a pas mesurée dans un accélérateur de particules, non, elle est déduite de la géométrie pure. En utilisant les fameux solides de Platon, le cube, le tétraèdre, etc., et le nombre d'or phi, ce ratio qu'on retrouve partout, des coquillages aux galaxies. Ok, alors regardons ça d'un peu plus près. Pour calculer cette constante Cθ, la théorie combine les propriétés de 3 solides de Platon. Et c'est là qu'on voit apparaître quelque chose de crucial. Regardez bien la colonne opération. Pour l'icosaèdre et l'octaèdre, on multiplie par le nombre d'or, phi. Mais pour le dodécaèdre, on divise par phi. Une asymétrie fondamentale apparaît. Il y a une opération qui donne, qui multiplie, et une qui prend, qui divise. Et voilà le point clé. Le rapport de force entre ces deux opérations géométriques fondamentales n'est pas équilibré. Ce n'est pas 1. Ce ratio, c'est exactement phi au carré, le carré du nombre d'or. C'est une asymétrie parfaite, inscrite dans la géométrie la plus fondamentale qui soit. Très bien. Mais qu'est-ce que cette asymétrie mathématique peut bien vouloir dire dans notre monde, le monde physique? C'est ici que la théorie a introduit un concept aussi poétique que puissant, la friction ontologique. Autrement dit, la friction de l'existence elle-même. Alors, comment est-ce que cette géométrie se traduit en physique? La logique est, elle est implacable. Ça part du solide le plus simple, le tétraèdre, la pyramide à 4 faces. Il est parfait, trop parfait, symétrique. On dit qu'il est stérile, incapable de générer de la complexité. Pour que quelque chose existe, pour qu'il y ait une différence, il faut briser cette symétrie originelle. La théorie postule que la manière la plus fondamentale de le faire, c'est introduire le nombre d'or, phi. Et c'est la mémoire de cette brisure initiale qui crée une tension permanente dans le tissu de la réalité. C'est cette tension que la théorie nomme la friction ontologique. Et là, tout s'éclaire. La masse ne serait plus une chose intrinsèque, mais le résultat de cette friction géométrique. Elle serait l'énergie qui frotte contre la structure de l'espace, une énergie encodée par l'opération multipliée par phi. À l'inverse, l'énergie libre, c'est ce qui s'écoule sans cette friction, ce qui n'est pas entravé, encodé par l'opération divisée par phi. La masse, c'est de la résistance. L'énergie, c'est du flux. On arrive maintenant au moment critique, le moment où cette idée, qui peut sembler très abstraite, va se confronter au réel. Et elle va le faire en faisant une prédiction d'une précision absolument stupéfiante sur l'une des constantes les plus fondamentales de notre univers. L'article pose alors un postulat audacieux. Il dit qu'on peut calculer un invariant structurel de l'univers, qu'on va appeler S, en utilisant uniquement notre constante géométrique Cθ et notre ratio d'asymétrie phi au carré. Et là, attention, il affirme que cette valeur S, purement géométrique, devrait être identique à une constante physique mesurée en laboratoire, l'inverse de la constante de structure fine, le nombre qui gouverne toute la force électromagnétique. Et voilà, le moment de vérité. Regardez bien ces deux nombres. À gauche, la prédiction, issue de la pure géométrie, des solides de Platon, du nombre d'or. Rien d'autre. À droite, la valeur mesurée expérimentalement dans les laboratoires les plus précis du monde.
C'est vertigineux. L'accord est presque parfait. La différence est infime, à peine 70 parties par million. Pour une théorie qui part de premiers principes, sans aucun paramètre ajusté pour tomber juste, c'est un résultat absolument ahurissant. C'est le genre de chose qui fait qu'on se redresse sur sa chaise. Et la conséquence de ça, elle est radicale. Ça implique que C, la sacro-sainte vitesse de la lumière, n'est en fait pas une constante fondamentale et indivisible. Elle serait factorisable. Elle serait le produit d'une constante d'échec de l'électromagnétisme, K, et de cette structure géométrique profonde, S. Pour le dire autrement, la vitesse de la lumière n'est pas juste un nombre, elle contient en elle le code géométrique de l'univers. Alors pour finir, revenons à notre point de départ, à notre bonne vieille équation E égale mc². Mais regardons-la avec ce nouvel éclairage, cette perspective géométrique. On comprend alors que le terme C au carré n'est pas juste un très grand nombre qui rend la formule impressionnante. C'est en fait le réceptacle, le conteneur de ce code géométrique fondamental. C'est là que se cache ce fameux ratio phi au carré, qui est la véritable clé de la partition entre la masse et l'énergie, entre ce qui résiste et ce qui s'écoule. Cette phrase, tirée de l'article, résume tout à la perfection. Einstein nous a donné le taux de change, le combien d'énergie il y a dans la masse. La trame θ, elle, nous donne peut-être la raison de ce taux, le comment ça marche, un comment qui serait enraciné dans le nombre d'or et la géométrie la plus pure. On se quitte sur cette pensée un peu folle. Cette théorie nous invite à imaginer un univers qui ne serait pas une simple scène sur laquelle se déroulent les lois de la physique, mais un univers qui est en lui-même une structure géométrique en pleine respiration. Une structure dont la masse et l'énergie ne seraient que les deux battements de cœur fondamentaux.